Bonjour, bienvenue pour ce troisième et dernier grand débat du CIMI. On va parler d'environnement, on va parler plus spécifiquement de bas carbone. L'immobilier met-il le cap vers le bas carbone? Je ne sais pas si je dois encore poser la question ou si ça doit être une affirmation. On va en parler avec nos invités. À ma droite, Cédric Borel, directeur de l'IFPEB. Bonjour. On reviendra notamment sur la nouvelle réglementation RE 2020, si je prononce bien. À ma gauche, Michel Veillon, managing director Ossabois. On va parler notamment des procédés constructifs et du bois et des matériaux biosourcés. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga du bas carbone dans l'industrie immobilière? On verra bien. Et puis côté aussi investissement avec Loïc Hervé, directeur général délégué de Perial. Et on va voir si les investissements se flèchent vers le bas carbone. On va démarrer tout de suite, Cédric, avec d'abord autour des grands enjeux du bas carbone, les traductions de ces enjeux dans la réglementation. Il y a une nouvelle réglementation qui arrive, RE 2020. Kesako. Alors, réglementation environnementale 2020, qui arrivera en 2021, et peut-être un peu après encore pour le tertiaire. Mais donc, les fondements de cette nouvelle réglementation, qui se rejoue, la réglementation en France se rejoue tous les 5 ans, 5-6 ans, et là, on rajoute une évaluation du carbone sur le cycle de vie, de l'intégralité de l'immeuble, enfin du bâtiment qu'on construit. Donc c'est ça la grande nouveauté de cette réglementation. Ça vient de travaux de la filière depuis 15 ans environ, et on a enfin une règle de calcul qui a été annoncée et arbitrée la semaine dernière par les ministres. Voilà, on a un socle en fait connu de méthode, mais pour l'instant c'est du calcul mathématique. Après toute la question, c'est comment l'immobilier passe dans les fourches codines de ce nouveau calcul. On a quitté la RT en fait, le côté uniquement thermique, uniquement énergétique, pour passer sur l'ensemble en fait de la composante environnementale de l'immeuble. Voilà, exactement. Et l'énergie va prendre un tour de vis quand même, parce que il faut pas s'en priver. Donc avec des coefficients, le coefficient bioclimatique, etc. Tout ça vont prendre un petit tour de vis pour encore réduire le besoin intrinsèque d'énergie du bâtiment. Et après, on va regarder le carbone. C'est-à-dire si on prend un bâtiment tertiaire actuellement moderne qui sort de terre actuellement, on va être entre 1300 et 1500 kg de CO2 par mètre carré. Et les 3/4 de ces émissions de carbone proviennent des matériaux. En fait, il y a un quart pour l'énergie bien managée, résiduelle, qu'il faut utiliser pour la vie du bâtiment pendant 50 ans. Mais le reste, c'est des matériaux. Donc si on veut vraiment adresser le réchauffement climatique, il faut s'occuper maintenant de la partie immergée de l'iceberg, qui était l'ensemble de l'émission de carbone du bâtiment sur son cycle de vie. Et juste sur cette nouvelle réglementation, donc qui n'est pas encore en vigueur, si j'ai bien compris, est-ce qu'il y a déjà des objectifs annoncés, chiffrés, ou pour l'instant on est encore au stade des ambitions? On a des ambitions et il y a une méthode. Il y a une méthode de calcul, on sait quels sont les coefficients. Par exemple, il y aura en fonction des endroits où se loge le carbone, on connaît déjà les règles d'arbitrage. Donc il y aura un seuil sur l'émission de carbone liée à l'énergie du bâtiment. Et on sait que par exemple pour les maisons individuelles, on va être en dessous de 4 kg de CO2 par mètre carré par an, donc c'est extrêmement faible. Et là, ça crée des arbitrages côté moyen à mettre en œuvre. Il y a une règle sur le logement collectif aussi qui va s'élargir, et il y aura une règle sur le tertiaire. Et ensuite, il y aura des règles à définir. On connaît bien la méthode de calcul maintenant sur la partie également carbone des matériaux, pour faire simple. Et donc, on calcule aussi ce bilan à part, et il sera soumis à des seuils qui sont encore actuellement inconnus, mais avec laquelle 3 ans d'élaboration et de dialogue avec la profession ont permis d'établir des repères. Voilà. D'ores et déjà, on mesure un petit peu les impacts pour l'ensemble de la filière immobilière, et ensuite je demanderai à mes invités de réagir. Alors jusque-là, en fait, effectivement, on a une mathématique de l'État qui règle un cadre de performance, et derrière, que le meilleur gagne. Quelque part, on doit avoir une adaptation bas carbone de l'ensemble des filières industrielles qui servent la construction. Donc ça, c'est effectivement ça va créer une histoire industrielle, en fait, cette histoire-là. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble des mix sur la structure, qu'on prenne l'énergie, on va devoir aller chercher le bas carbone dans chacune des familles. Et puis, il y a des familles plus carbonées qui devront s'hybrider, trouver des innovations, dépasser leurs problèmes ou leurs sujets ou leur fort taux de carbone, et d'autres qui vont grandir, qui vont pouvoir grandir à l'aune de cette nouvelle contrainte. Voilà. Messieurs, un mot sur cette nouvelle réglementation. Un mot, c'est que Michel
En termes de construction, vous parliez des seuils, il y a une volonté quand même de faire les choses par étapes. Les premiers calculs, si on prend les choses en 2021, il ne se passe pas grand-chose, on va être clair. 2024, ça commence à durcir un petit peu. Et puis, il y a un affichage, par exemple en 2030, dans les logements de petite hauteur ou de basse hauteur, d'avoir un maximum de bois ou que le bois soit même la référence pour les maisons individuelles. Vous voyez, c'est un objectif 2030, c'est pas tout de suite. Et puis il y a des étapes intermédiaires qui sont d'ailleurs encore en discussion. Mais au moins, comme ça a été dit, le cadre et la méthode est fixé, le cap est fixé, et puis après il y a des discussions de délai, d'agenda et de seuil. Mais cette réglementation est quand même très favorable aux matériaux biosourcés. On a évoqué le bois. Est-ce que demain, le bois va devenir la norme dans les nouvelles constructions ? Alors, elle est favorable au sens où, dès lors que le critère carbone a pris beaucoup d'importance, d'une part, au niveau de son émission, et par ailleurs, par rapport à ce qui peut être stocké comme carbone dans le mode constructif ou dans le choix des matériaux. Et ça, c'est un élément, c'est ce qu'on a appelé l'ACV, l'analyse de cycle de vie dynamique, qui prend en compte le stockage du carbone, et du carbone qui est stocké aujourd'hui a de la valeur. Il vaut mieux qu'il soit stocké que émis. C'est une hypothèse et c'est une des règles du jeu qui a été fixée. Donc cet élément-là, oui, est favorable au bois, mais de toute façon, le bois, quand il se développe, capte du carbone de l'atmosphère, donc il est premièrement vertueux. Deuxièmement, quand on le transporte ou quand on le transforme et quand on le met en œuvre, il émet très très peu de carbone par rapport à tous les autres matériaux. Et enfin, il en stocke. Donc sur ces bases-là, c'est pas tellement le bois qui a été favorisé, c'est peut-être les biosourcés, mais c'est surtout tous les principes et matériaux qui sont bas carbone. Je rajouterais que on fera pas tout en bois. Il faudra évidemment des dalles en béton, il faudra sur la grande hauteur ou sur la grande largeur des éléments en acier ou en béton, et donc il faudra que tout le monde fasse sa part. Le bois est assurément incontournable. Vous disiez, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga ? Oui, c'est l'alpha, mais c'est pas l'oméga. Il faudra absolument que les autres matériaux, les éléments liés à l'énergie, les éléments liés à la fin de vie ou à l'usage s'adaptent pour atteindre dans tout le cycle de vie d'un bâtiment, qu'il soit tertiaire ou logement, les exigences carbone qui sont indiquées. Et je reste encore sur les matériaux. Est-ce que la filière, aujourd'hui, même si le bois ne va pas représenter tous les matériaux de la construction, est-ce que la filière des matériaux biosourcés est prête à répondre à ce défi ? Car même si ça ne change pas grand-chose pour 2021, 2024 ou 2030, dans l'immobilier, c'est demain. Hein. Alors, la France est plutôt en retard. Si on parle de part de marché dans les grandes lignes, on est de l'ordre de 10% ou un peu moins, un peu plus dans la maison individuelle, peut-être un peu plus dans les bâtiments agricoles, etc., mais beaucoup moins dans le logement collectif et plutôt moins dans le tertiaire, quand on est aujourd'hui à plutôt 20% dans le logement en Allemagne, qui lui vise 30% de part de marché en logement bois. Donc d'autres pays ont pu le faire. Donc d'un point de vue technique, d'un point de vue normatif, les choses ont bien évolué et on est capable, si on est capable de faire et de la grande hauteur et des choses assez complexes, évidemment, pour le tout venant, et c'est aussi le message qui est dans cette RE 2020, c'est que le produit qui constitue une grande partie du marché doit pouvoir, et a fait ses démonstrations, pour être non seulement compétitif, mais capable d'être réalisé en bois dans de bonnes conditions. Les limites éventuelles seront la capacité industrielle. Alors le bois, en France, il y en a. On a plein de forêts. Comment ? On a plein de forêts. On a plein de forêts. Alors elles sont un peu découpées sur des petites parcelles, avec des scieries qui sont beaucoup plus petites que la moyenne européenne, et donc, pour ma part, on achète plus de 50% de notre bois en France, en tout cas quand il est disponible. Mais la difficulté est qu'il faut encore continuer à regrouper les acteurs industriels de la transformation. C'est pas le bois le problème, c'est pas la maîtrise technique le problème, c'est qu'il va falloir encore réinvestir un petit peu. Mais il y en a eu beaucoup ces dernières années. Il y a des matériaux qu'on ne trouvait pas en France, qu'on était obligé de sourcer en Allemagne ou en Autriche. Aujourd'hui, les usines sont là. Elles accompagnent un élan général. Donc ça va continuer. Il y a évidemment un challenge. Et je terminerai sur cette notion de bois en disant qu'il est incontournable, mais assurément, il faut viser un usage du bois intelligent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre plus qu'il n'en faut. Ça ne sert à rien parce qu'il y a, par exemple, une valeur qui est donnée au stockage du carbone, d'aller mettre du bois là où il n'y en a pas besoin. Donc voilà, il faudra faire un usage modéré. D'ailleurs, ce qui vaut pour le bois vaut pour tous les matériaux.
pas plus de matériaux qu'il ne faut, donc pas plus de quantité. Là, je crois qu'on se rejoint. Oui, vous ne poussez pas la consommation. Je ne pousse pas la consommation. Il faut des bâtiments sobres, frugaux, et qui soient dimensionnés juste pour ce qu'il faut, parce que d'autant plus que moins on met de matériaux, plus on a des performances, et ça a été évoqué, en termes d'isolation, et plus on a des facilités en termes d'évolution du bâtiment et de fin de vie, mais je crois qu'on en reparlera. Côté investisseur, Loïc, comment on regarde ça, la RE 2020 ? Allez, encore une réglementation, allez, encore une couche où il faut s'y mettre. On vient à peine de sortir de la RT 2012, que ça y est, on rebascule dans une autre réglementation, où on se dit, j'avais besoin de ça pour flécher une partie de mes investissements ou pour regarder différemment mon sourcing d'immeubles. C'est une très bonne opportunité pour faire progresser l'ensemble de la filière. On a la conviction depuis longtemps qu'on est en train de rentrer depuis pas mal de temps dans une société décarbonée. La fin de la civilisation carbone est proche. Et clairement, sur l'ensemble de nos produits et par anticipation en 2009, avec PFO2, on avait déjà, chez Perial Asset Management, eu l'ambition de réduire assez fortement notre empreinte énergétique et donc indirectement notre empreinte carbone. Aujourd'hui, il y a tout un tas de réglementations qui arrivent. Effectivement, le décret tertiaire qui rentre en application, la RE 2020 qui va pousser aussi à améliorer les produits neufs, parce qu'on a tout un effort de transformation du parc existant, qui va être quand même le nerf de la guerre pour les 10, 20, 30 prochaines années. Mais en revanche, pouvoir acheter des actifs au top en matière de décarbonation, c'est un sujet absolument fondamental pour nous. On en trouve assez peu sur le marché. Donc ce qui se produit souvent, c'est qu'au-delà de l'analyse qu'on fait sur les principaux critères ESG à l'acquisition, derrière, on met un plan d'action pour à la fois travailler d'abord sur le rétrocommissioning du bâtiment avec le locataire et ensuite sur les améliorations successives aux libérations progressives des locataires de l'immeuble pour améliorer en injectant des capex les bâtiments. Et donc cette analyse de cycle de vie, on l'a fait dès le départ, mais c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément des bâtiments toujours extrêmement vertueux. Et le fait d'aller un cran plus loin sur ces sujets-là va permettre et de sortir progressivement du sujet purement technique pour partir sur un environnement beaucoup plus holistique et qui concerne l'ensemble des critères ESG est un sujet absolument fondamental pour un investisseur comme Perial Asset Management. Ça devient un critère d'investissement. Pour nous, on a toujours dit que l'immobilier, c'est localisation. C'est surtout la résilience. C'est surtout la résilience aujourd'hui des bâtiments. Et donc il y a effectivement l'emplacement va répondre notamment à la partie scope 3, si je puis dire, de desserte du bâtiment et de son attractivité. Derrière, il en demeure pas moins que la qualité intrinsèque du bâtiment, elle est clé aujourd'hui. Les locataires demain, en sortant de télétravail, les usagers vont vouloir revenir dans des immeubles sains, dans des immeubles parfaitement connectés, dans des immeubles qui offrent du service, de la flexibilité en interne, et tout ça participe de cette dimension-là. C'est totalement clé pour l'ensemble de nos locataires. C'est clé également pour la partie des associés. Dans les produits qu'on développe aujourd'hui, et on est en train de faire labelliser ISR un certain nombre de nos produits. On lance une nouvelle SCI, période Eurocarbone, pour aller un cran plus loin et compenser le talon qui n'aurait pas été compensé et par l'usage du bâtiment et par sa construction par une décarbonation in fine. C'est un sujet qui est absolument fondamental pour nos investisseurs. Donc pour nos investisseurs, pour nos locataires, c'est ce qui va créer de la valeur verte à court et moyen terme. On va revenir un peu après sur les stratégies des investisseurs et les impacts sur la valeur. Auparavant, je voudrais qu'on mette un petit peu en avant les initiatives aussi qui ont été initiées par les acteurs de la filière de l'immobilier. Je ne vais pas être exhaustif, je voudrais en mettre en avant deux, et je profite de la présence de Cédric Borel, comme par hasard, pour parler d'abord de la filière du réemploi. On a commencé un tout petit peu à l'évoquer, le sujet il est quand même sur le patrimoine existant. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le booster du réemploi, cette initiative qui est associée à la rentrée septembre ou octobre, une trentaine de maîtres d'ouvrage et maîtres... aujourd'hui. 36, voilà, je suis déjà en retard. Ça grandit. Effectivement, alors il y a quelque chose d'assez immédiat pour abattre du carbone, très, très franchement, c'était de savoir réemployer des matériaux déjà, enfin déposés quelque part sur un bâtiment en produit de curage quelque part. Voilà. Et en fait, le Grenelle avait instauré un diagnostic déchets. Le diagnostic déchets est devenu un diagnostic ressources, vraiment, dans lequel on identifie des matériaux viables pour une réutilisation.
Et depuis 4-5 ans, il y a un certain nombre de start-up, d'entreprises, de grands groupes qui se mettent justement sur des tentatives de valorisation de ce matériel. Ils le mettent en ligne. Vous pouvez acheter des matériels qui sont des produits de curage et qui sont, à tout égard, réutilisables. Donc côté offre, en fait, ça émerge. Et il y a plus d'une cinquantaine de plateformes physiques, des queues de chantier, qui se sont créées en France, ou des plateformes virtuelles de revente qui essaient de revendre ce matériel. Et le problème était côté de la demande, parce qu'en fait, vous connaissez très bien la seringue opérationnelle d'une conception-réalisation d'une opération. On est vraiment dans des grands réflexes professionnels, une seringue opérationnelle avec beaucoup de pression, et dans lequel faire l'effort d'aller chercher un matériau de réemploi, plutôt que de tout concevoir à partir des catalogues sur étagère, du neuf, créer une place, faire le travail de qualification de ce qu'on nous propose et poser le sujet assurantiel, etc. C'est un énorme travail. Ouais. Donc il y a quelques héros qui l'ont fait sur pas mal d'opérations. Il y en a pas mal de gens qui ont déjà pratiqué, qui ont fait l'effort de pratiquer, mais c'est pas dans une mesure de créer un mouvement mainstream dans lequel, écoutez, je vais mettre du second œuvre architectural, je regarde d'abord si mes cloisons, mon faux plancher, mes luminaires, etc. peuvent pas venir d'un sourcil chez un collègue de l'autre côté. Donc il faut créer le marché côté demande. Donc c'est ça l'objet du booster, c'est dérisquer l'opération pour le maître d'ouvrage, donc créer des CCTP, un corpus et un système, un référentiel d'analyse en fait. On me propose un luminaire, oui, il a été déposé l'année dernière, il avait été installé l'année dernière, mais on en a juste plus besoin, donc on sait qu'il est encore au catalogue, il est encore aux normes, etc. Il est un peu plus vieux, ou il vient de très très loin, il est ancien. Quelle est la mise aux normes que je dois imaginer? Quelle est la qualification de ce matériel? Donc tout ça, c'est le premier aspect du booster. Et le deuxième aspect, il y aura une plateforme. Alors une plateforme en ligne de plus. Et justement, c'est une plateforme différente, parce que c'est une plateforme de demande. En fait, en regardant l'ensemble des gens qui essayent de fournir du réemploi, eux souhaitent avoir une véritable anticipation de la demande. C'est-à-dire, moi, en 2022, Périal a besoin de 440 mètres linéaires de cloisons, de temps de faux plancher, etc., environ de cette qualité-là. On ne va pas demander une référence précise en imaginant que quelqu'un l'a quelque part exactement à l'identique, mais en créant justement une demande et en la rendant visible. Et si quelqu'un dit « oui, j'ai un stock qui te correspond », je peux le sourcer, et puis j'ai 4 mois entre mon chantier et puis ton chantier à toi, et je vais donc essayer de trouver un stockage externe. Donc la prévision de demande, en fait, actuellement, n'était inexistante, donc on ne pouvait pas synchroniser ou se préparer à fournir les chantiers. Et donc on va créer une plateforme de demande dans laquelle on va exprimer de la demande, et l'ensemble des offreurs pourront lever le doigt en disant moi j'ai 10% de la demande, 30% des faux planchers dont tu as besoin. Et ça permettra à l'installateur in fine, puisqu'il y a quelqu'un qui va venir réinstaller tout ça, la partie neuve et la partie réemploi, au maître d'œuvre de regarder comment les entreprises peuvent composer avec davantage de réemploi qu'ils le font actuellement. Tous les matériaux sont faciles à réemployer? Est-ce que les matériaux biosourcés, est-ce que les bois, c'est facile à réemployer? Alors, plus que le matériau, je dirais c'est un petit peu le mode constructif qui est plus ou moins facile. Si vous avez un mode constructif je dirais traditionnel avec évidemment beaucoup de béton figé, c'est beaucoup plus compliqué que si vous êtes avec des structures type poteau-poutre, dans lesquelles vous pouvez récupérer des cloisons, des façades, des faux planchers, etc. Mais au-delà de ce qui est exprimé sur la circularité des composants, la clé est d'abord aussi, au moment de la création d'un bâtiment, de penser sa deuxième vie. Et j'observe qu'un certain nombre de maîtres d'ouvrage ou de collectivités aujourd'hui ont lancé des appels d'offres pour des utilisations temporaires. Vous avez évoqué la clé du foncier quand on construit. Là, il y a aujourd'hui un manque de foncier. Donc, il y a des fonciers qu'on sait disponibles pour une durée de 8 à 10 ans maximum, parce qu'il y a d'autres projets immobiliers ou d'autres projets de voies de circulation. Et donc, il nous est demandé, à nous et avec des maîtres d'ouvrage, de constituer des projets de résidence, démontables dans 8 ans, reconfigurables. Et donc là, le mode constructif, c'est qu'on arrive avec, par exemple, une résidence de jeunes actifs ou de famille qui est constituée de modules. Et le module lui-même est démontable, la façade part avec, le système de chauffage ou de climatisation part avec, et permet d'être remonté, reconfiguré. On peut passer d'un bâtiment R+2 à R+3, d'une forme en L à une forme en U.
sur des structures légères, parfaitement aux normes, tant d'un point de vue logement, thermique, acoustique et feu. Et puis prévoir comme ça. Et donc il y a un appel d'offres en cours pour la préfecture de région pour loger du monde rapidement, sur lequel il est demandé. On parle d'opérations de 150 à 180 logements. Et dans la conception même de ce genre de bâtiment, il est d'emblée prévu dans les murs des options d'une porte à ouvrir. C'est-à-dire dans la deuxième vie, s'il faut ouvrir une porte pour transformer 2 studios en un T2 ou 3 studios en un T3, tout est prévu pour la deuxième vie, et je peux vous dire que ça se fait évidemment à un coût raisonnable et dans des conditions absolument bas carbone. Donc on redonne ces lettres de noblesse au préfab, en fait, au préfabriqué, quelque part. Ou alors j'ai dit un gros mot, là. Je vois des têtes qui... C'est le préfabriqué avec de l'intelligence en plus, parce que, évidemment, l'un n'empêche pas l'autre, quand même. On reste évolutif, d'une part, et ensuite... il y a des exigences qui restent architecturales. Le préfabriqué d'aujourd'hui, des années 2020, c'est un préfabriqué numérique. Et le bois en particulier, à contrario du béton, il n'y a pas besoin de moule, donc on fait au centimètre, on fait la forme qu'on veut. Et donc on peut construire un projet, on peut le penser, mais on n'est pas obligé d'imaginer qu'on va faire, comme on a fait à une époque, tous les collèges de France de la même manière, ou un certain nombre de barres d'immeubles tout identiques. Donc aujourd'hui, les projets qui sont en préparation ont des exigences architecturales, d'adaptation, et même dans l'évolution, un relookage possible. Aujourd'hui, un bâtiment qui est préfabriqué, ou on dit construit hors site, vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce bâtiment-là et un bâtiment construit de manière traditionnelle. Donc, c'est pas tout à fait l'image du passé. Alors, il y a des asset managers qui pensent demain être des assets et ressources managers. Alors, le sujet, c'est à qui va profiter la valeur résiduelle de tout ce qui, à la fin de vie, peut se rejouer dans un autre bail ou se déménager, mais il y a des gens qui s'imaginent vraiment comme ça, avec la notion building as material bank, banque de matériel, banque de matériaux réemployables et réutilisables. Et ça se code, ça se prépare en amont. Alors, tout le monde commence par le second œuvre architectural, le plus simple à faire, dans le bureau, les cloisons, les faux planchers, toute la nomenclature dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais après, on va aborder le clou couvert. Et nous, dans l'ensemble des expériences des boosters qui sont innombrables finalement, on trouve des tonnes de choses. On a vu des moteurs d'ascenseur, on a vu plein de choses, des radiateurs en fonte, plein de choses qui se sauvent de notre passé, de notre mémoire, et qui arrivent à s'installer dans les opérations neuves. Voilà. Côté investisseur, ça va commencer à rentrer dans les tableurs Excel, ça, sur l'asset manager. On va lui demander autre chose que la prévisibilité des cash flows ou le reporting extra-financier devient complètement clé, effectivement. Dans notre plan climat 2030, période positive 2030, on a notamment, pour toutes les opérations de rénovation supérieures à 100 000 euros, systématiquement l'obligation de se poser la question du réemploi. Et on est très humble par rapport à ce sujet-là qui est en gestation. Donc on vient de faire une expérimentation avec Cycle Up, par exemple, sur une opération de rénovation, de transformation de bureaux. On voit bien justement que les procédés constructifs anciens n'anticipaient pas une forme de résilience des bâtiments. Donc, on voit à l'enlèvement des matériaux ce qui est possible d'être recyclé, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, on apprend au fur et à mesure, mais à force de systématiser cette démarche-là, je pense que ça va prendre. Et puis, c'est un sujet de mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Donc, à partir du moment où le maître d'ouvrage donne effectivement ce go, cette impulsion, ça permet quand même de mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions de seconde vie sur un certain nombre d'éléments. Et je pense que petit à petit, la filière va se développer, va se créer. Effectivement, il y a une très bonne initiative qui est mise en avant là aujourd'hui, et l'ensemble des acteurs vont être en mesure, peut-être pas de créer immédiatement des banques de données, mais en tout état de cause, de commencer à s'échanger un certain nombre d'éléments. Donc je trouve qu'effectivement, ça va tout à fait dans le bon sens. Et en tout état de cause, chaque chantier devient un territoire d'expérimentation quelque part, aujourd'hui. Faut avec l'objectif, on ne jette plus rien. C'est un peu l'objectif. Ce serait l'idéal. C'est l'objectif ultime. Et sur une démolition, ça peut, dans une démarche de cradle to cradle, ça peut aller par effectivement une réutilisation massive des matériaux de déconstruction sur le ténement avant même d'envisager des nouveaux entrants. On a vu un record. Le record, c'est 70% des pièces d'un entrepôt de la Postimo. J'ai salué au passage parce que c'est remarquable, à Nice, qui ont été réemployées dans diverses destinations, dont d'autres chantiers Postimo. Là, on était sur une nomenclature postière, logistique, avec des choses démontables, du bac acier, enfin vraiment un procédé, mais ils l'ont fait. C'est juste parce que l'équipe a dit, bon non, ça part pas à la benne.
D'accord. Et si on essayait de refourguer tout ce qu'on va démonter. Et 70%. Alors c'est des héros inconnus, ils ont fait ça dans leur coin. Maintenant, il s'agit que le marché réfléchisse comme ça. Et alors, une dernière chose, on a parlé RE 2020 au début, le réemploi dans la RE 2020, ce sera 0 en carbone. C'est pressenti comme étant 0, c'est-à-dire si je réemploie un matériel qui a déjà été amorti et créé dans ses vies passées, la ligne de calcul pour son poids carbone dans le calcul final est pressentie être 0, ce qui donne une prime importante. Donc finalement, belle incitation. Il faut rapidement s'entraîner parce que ce sera aussi il faut rapidement s'entraîner parce que ça va devenir... Il met la pression. Mais avant même de réemployer, le fait de se poser la question en amont permet au maître d'ouvrage, quelque part, de modifier légèrement le cahier des charges, parce qu'on peut s'apercevoir finalement qu'on peut nous-mêmes réutiliser sur les chantiers des éléments sur lesquels on ne serait pas posé forcément la question initialement. Donc de toute façon, la réflexion amont de conception est une très bonne chose, même si dans un second temps, on ne réemploie pas l'intégralité des matériaux. Ça impacte sur la... Excusez-moi, oui, Michel. Oui, je voulais juste citer également le cas des Jeux Olympiques, sur lequel les bâtiments ont une première vie qui va durer 8 mois, qui va être de loger des athlètes ou des journalistes, et une deuxième vie qui est de reconvertir ces logements d'athlètes ou ces bureaux en logement à destination de promoteurs ou de bailleurs sociaux. Donc il y a d'emblée la conception à intégrer une évolution. Alors évidemment, il y a beaucoup de bois, ça facilite, mais pas que. Et c'est une donnée forte qui est un peu une expérimentation, mais qui va ouvrir d'autres voies. Et je suis sûr que et investisseurs et promoteurs vont s'engouffrer dans cet axe qui donne de la valeur à beaucoup plus long terme, évidemment. Avant de parler de valeur, je voudrais qu'on mette juste en avant, en 30 secondes, une deuxième initiative que moi j'ai connue il y a quelques années, le concours Cube, qui a changé, qui devient un championnat de France de l'économie d'énergie, c'est ça ? Oui, c'était juste histoire de faire un chapeau, de raconter mieux l'histoire. Tu avais remis des prix pour le concours Cube 2020, alors il fallait faire quelque chose du mot 2020. Eu égard au passage à l'année prochaine. Oui. Donc on fait ça le championnat de France des économies d'énergie. Pourquoi le championnat de France ? Parce que il y a un petit côté interville qui commence vraiment à bien prendre. Il y a une équipe bordelaise, il y a une équipe toulousaine, il va y avoir une équipe à Lyon, Paris, et il y a pas mal de villes qui ont souhaité justement un peu faire atterrir le sujet du décret tertiaire pour leur plan climat. Ouais, donc il y a un côté jeu, c'est pas la punition. Ouais, c'est pas la punition. On fait ça en équipe et puis on rejoue PSGOM dans un autre champ, et au moins c'est plus marrant de faire d'efficacité énergétique. Mais la question c'est parce que Loïc a énoncé tout à l'heure, c'est l'important, c'est le stock. Le stock, il faut décarboner le plus vite possible. C'est ça. On a parlé beaucoup de construction neuve, de réemploi, etc. dans les opérations, mais c'est qu'une petite frange de l'opération de la maîtrise d'ouvrage. Il y a ce qui se fait dans l'existant. Il faut réduire l'impact carbone de l'existant. Donc effectivement, le championnat de France, c'est le Cube qui démarre en juillet prochain. Alors Perial a gagné et joué avec quelques bâtiments dans le passé. C'est véritablement faire les premières matchs faciles et à très faible investissement en un an de l'efficacité énergétique, puisqu'on sait que 10, 15, 20, 25, et pour certains qui étaient beaucoup à resserrer sur le côté de la gestion, on atteint plus de 30% d'économie d'économie d'énergie pérenne en un an, et on voit bien que ça passe par une mobilisation des exploitants, des techniciens, du faible investissement, mais de l'investissement quand même, et des utilisateurs. Et finalement, quand on se met tous d'accord sur une nouvelle modalité d'utiliser le bâtiment, on franchit finalement la moitié du décret tertiaire à très faible coût. Voilà un peu la logique globale. Et puis c'est mieux dans un jeu parce que si vous... Quelque chose d'assez irrationnel dans l'être humain, vous mettez un sablier, 1 an pour faire. Alors 1 an dans la gestion d'un bâtiment, c'est à la fois très court et très long. 1 an, mettre en place toutes ces actions, etc. Mais vous mettez un sablier et un compteur, un top départ et un top de fin. Ça aide quand même à beaucoup décloisonner en interne. Voilà. Ça marche bien, ça. Un mot côté investisseur sur les stratégies. Je crois que Perial a été pas mal cité là, dans tous les concours et toutes les initiatives. Donc vous êtes vraiment inscrit dans cette logique et embarqué sur le bas carbone. Comment ça se traduit aujourd'hui dans la stratégie de Perial ?
Comment ça se vend au comptoir? Parce que vous vendez des SCPI. Donc, comment vous faites adhérer monsieur et madame Michu sur cette thématique? On pense que ça se vend pas trop mal parce que quand on a lancé PFO2 en 2009, et c'était une anticipation de 10 ans du décret tertiaire, on pouvait se poser la question de savoir effectivement quel succès ça allait avoir sur le marché. Donc aujourd'hui, cette SCPI, elle pèse 2,5 milliards d'actifs, ce qui est une des plus grosses SCPI du marché. Elle est relativement, même plutôt reconnue sur ce sujet-là. Elle va un cran plus loin aujourd'hui puisqu'elle est rentrée dans une démarche de labellisation ISR et donc mesurait bien entendu toute la partie énergie, gaz à effet de serre, eau, et aujourd'hui va un cran plus loin, notamment sur la partie sociétale et gouvernance. Donc ça se traduit concrètement par des plans d'action sur 60 indicateurs qui sont monitorés et qui font l'objet, on l'a publié cette semaine, d'un rapport extra-financier qui va dans le détail, mais en toute transparence sur ces sujets-là. Donc il y a des sujets qui sont faciles, il y a des sujets qui sont compliqués. Tu évoquais tout à l'heure, effectivement, le Cube, je trouve que c'est une formidable démarche parce que ça permet de mettre en avant la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes. Et un premier sujet qui est clé, au-delà de la validation de l'investissement qu'on a pu faire et l'analyse de la grille ESG pour voir si l'actif rentrait ou rentrait pas dans nos critères de sélection, derrière il y a la deuxième partie, il y a une première partie immédiate qui est de mobiliser les locataires. Et on s'aperçoit qu'en rétrocommissioning, en réglage des installations, en signature d'annexes environnementales, en mise en place de comités verts, on va déjà très très loin sans engager beaucoup d'argent sur les actifs immobiliers, en mobilisant nos property managers sur le terrain également. Donc on a créé des nouveaux contrats d'assistance technique et de gestion technique des bâtiments qui intègrent l'ensemble de nos critères ESG, justement pour que sur l'ensemble de la chaîne, tout le monde participe et apporte sa pierre à l'édifice. Et après, on va rentrer dans les CAPEX, dans l'amélioration permanente des immeubles. Donc ça se traduit de cette façon-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait aussi que ce produit a un vrai succès sur le marché. On en lance un nouveau, je l'indiquais tout à l'heure, qui est Perial Eurocarbone pour les investisseurs institutionnels, parce que ça répond à cette demande d'aller encore un cran plus loin sur la partie de décarbonation. Quel impact sur la valeur? On la dégrade ou au contraire on l'upgrade la valeur? On a eu beaucoup de débats sur la valeur verte. Je suis pas sûr qu'on y ait répondu en fait. Est-ce que demain il y a une valeur carbone qui va... La valeur verte, elle apparaît pas forcément spontanément dans une valeur d'expertise. En revanche, en première partie, vendre nos produits, on a la conviction que si demain ils sont pas parfaitement en phase avec l'évolution en matière ESG, on les vendra plus. On en est persuadé. Donc c'est de la liquidité qu'on achète. Donc c'est d'abord sur la première partie de vendre des produits effectivement qui sont compréhensibles pour l'investisseur, transparents et qui correspondent parfaitement à leur univers d'investissement. La deuxième partie, c'est pour le client locataire. Et je pense que très rapidement, les utilisateurs des bâtiments, s'ils n'ont pas une transparence sur la qualité sanitaire, alors il y a des choses qui sont évidentes, la connexion du bâtiment, tout le monde la comprend bien, mais la structure du bâtiment, la façon dont il fonctionne, les composés organiques volatiles de ce qui a été installé sur le bâtiment, etc. Les IRP sont de plus en plus sensibles au sujet. Donc le choix d'un bâtiment A par rapport à un bâtiment B dépend de ça. La valeur, on la retrouve immédiatement dans le taux d'occupation des immeubles, indéniablement. Et dans un monde de crise dans lequel on est aujourd'hui et par rapport à l'ensemble de la réflexion des preneurs, c'est quand même un sujet qui est absolument fondamental. Donc on est persuadé que ces deux éléments vont faire qu'on va créer de la valeur verte à terme sur les bâtiments. Et ce qu'on peut voir à contrario, c'est qu'aujourd'hui, quand on vend un bâtiment, il est de plus en plus analysé en due diligence sur l'ensemble de ses composantes. Et bien entendu, l'acquéreur chiffre de plus en plus les capex à remettre sur le bâtiment pour le remettre dans les clous. Donc elle va se développer considérablement. Ce qui s'est passé aussi ces derniers temps, c'est qu'il y a une accumulation positive de réglementation qui est venue. Le décret tertiaire, c'est quand même 10 ans de gestation. Ça a été terriblement long, mais ça y est, on y est. Donc, on va pouvoir l'enregistrer à compter de septembre 2021 dans la plateforme Opéra. La taxonomie européenne, le règlement disclosure qui arrive en mars 2021. Il y a un certain nombre d'éléments qui incitent à la transparence très rapide des véhicules. Et je pense que ce qui est pas transparent va être rapidement sanctionné par les investisseurs. Dernière question pour clore ce grand débat. On est plutôt en avance, plutôt en retard, plutôt un peu comme tous nos voisins sur la question du bas carbone. Je reste sur l'industrie immobilière, je ne parle pas des autres secteurs d'activité. Comme on l'a dit sur la partie matériaux, on est plutôt en retard, mais on a largement les moyens
et technique et capacitaire de le rattraper. Je pense que culturellement, la vague, le mouvement des choix que l'on fait, des valeurs que l'on donne, et on ne peut pas oublier également le confort intérieur, l'isolation, enfin, je crois que les attentes des Français sont aussi très fortes, comme elles le sont un peu partout, et ce qu'a traversé la planète cette dernière année va mettre de la valeur Ça va accélérer encore cette tendance. à son logement et à les conditions dans lesquelles on y vit. Donc en tout cas, je ne m'inquiète pas du retard, mais il va falloir y aller. Et puis, c'est 10 ans, c'est 2030, c'est demain. Ouais. Et 2030 sera évidemment fondamentalement totalement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Les choses sont dites. Alors, moi, sur les différents tableaux, on fait vraiment partie du peloton de tête de l'Europe. Alors, juste un peu devant, un peu derrière, je ne sais pas trop. Mais donc, par exemple, il y a en Hollande un bâtiment complètement réemployable de bureaux qui a été mis en œuvre. Les pionniers français sont quasiment à ce niveau-là. Donc, le réemploi est assez en avance en France sur les autres pays parce qu'on peut en voir. La conception bas carbone et la RE 2020, la RE 2020 va être les premiers à mettre un droit à construire finalement conditionné à un contenu carbone. C'est super innovant et on voit bien que tout le monde s'est préparé, enfin intellectuellement, et l'immobilier adore travailler sous contrainte. C'en est une de plus, c'en est une de plus, et on voit bien que la culture est en train de monter de manière extrêmement forte. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, donc voilà, un peloton de tête, ça c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est juste mesurer quand même quelque chose. On a mis 40 ans à faire une culture de l'énergie depuis la première RT en 1974. On n'a pas 40 ans pour le carbone. Ouais, c'est ça. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour le carbone. Donc, le carbone, donc l'accélération du réglementaire, du poids finalement de la préférence collective, du poids social sur le regard sur notre métier, etc. Tout ça va continuer à être des tendances lourdes qui vont s'accélérer. Donc, voilà, on adore travailler sous contrainte, en voilà une énorme. Et puis je pense que tout le monde est en train de s'y mettre de manière forte. Oui. Mais côté investissement, on constate effectivement pas de retard en France. Nous, on a acheté beaucoup d'immeubles cette année en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne. En France, les contraintes sont strictement les mêmes. On voit bien que le nerf de la guerre, c'est au-delà de la construction des bâtiments neufs qu'on arrive à acheter. On en achète en ce moment pas mal aux Pays-Bas, en Espagne. Il n'y a pas de problématique particulière de ce côté-là. Mais le parc existant, on retrouve systématiquement les mêmes sujets en due diligence. Alors, avec quelques nuances en fonction des réglementations, mais les sujets sont les mêmes, les prises de conscience sont les mêmes, et globalement, le challenge des clients locataires est porté de la même façon. Bon, j'ai bien noté 2030 comme rendez-vous. J'espère qu'on se verra avant quand même, et qu'on aura l'occasion de se réunir physiquement dans le cadre du CIMI ou dans d'autres cadres. Et je vous dis merci infiniment en tout cas de ces échanges. Et puis on a fini ce 3e et dernier débat. Merci. Merci. Merci Gaël.